Bienvenue chez Podcast pour grandir. Pour cet épisode, je vous propose le parcours extraordinaire de Robert Kiyosaki, de l'enfant curieux au mentor financier. Une histoire vraie de transformation, d'apprentissage et de liberté financière qui va bouleverser votre vision de l'argent. Imaginez un petit garçon de 9 ans qui vient d'arriver dans une nouvelle école à Hilo, Hawaï. Le soleil brille intensément sur la cour de récréation alors qu'il observe ses nouveaux camarades. Certains descendent de belles voitures rutilantes, d'autres arrivent à pied, les vêtements usés. Une scène banale pour la plupart, mais pour ce garçon, c'était le moment qui allait changer sa vie à jamais. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier, raconte Robert Kiyosaki, la voix teintée d'émotion. J'ai ressenti pour la première fois ce malaise profond, cette sensation étrange que je n'arrivais pas à identifier. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. C'était le moment où j'ai pris conscience des différences économiques entre les gens. Cette simple observation d'enfant allait déclencher une quête qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde. Mais comment ce petit observateur est-il devenu l'un des mentors financiers les plus influents de notre époque ? Comment a-t-il révolutionné notre façon de penser à l'argent ? Et surtout, quelles leçons pouvons-nous tirer de son parcours extraordinaire pour transformer notre propre relation à la richesse ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode qui pourrait bien changer votre vie financière. Un soir, après l'école, Robert posa innocemment une question à son père, un homme respecté, avec un doctorat, responsable dans l'éducation nationale à Hawaï. « Papa, tu veux bien m'apprendre à devenir riche ?» Son père, visiblement surpris par cette question directe, le regarda avec étonnement. « Papa, pourquoi n'apprenons pas à l'école comment faire de l'argent ?» insista le jeune Robert, avec cette curiosité sans filtre propre aux enfants. La réponse de son père fut révélatrice et troublante à la fois, parce que le gouvernement ne nous permet pas d'enseigner ce sujet. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas. Cette réponse ne satisfait pas la curiosité du jeune Robert. Mais n'allons-nous pas à l'école pour apprendre à gagner de l'argent ? Non, ton travail est d'obtenir un emploi. Mais on obtient un emploi pour gagner de l'argent, non ? Non, tu es supposé simplement obtenir un emploi. Robert, perplexe, continua de poser ces questions d'enfant à la logique implacable. Non. N'est-ce pas le but d'un emploi est de gagner de l'argent ? Oui, tu as raison, admit finalement son père. Alors, pourquoi je ne peux pas juste apprendre directement comment gagner de l'argent ? Je pourrais sauter l'étape de l'emploi, non ? Son père, légèrement irrité, mais pris au piège par la logique infaillible de son fils, lui fit une suggestion qui allait changer sa vie. Si tu veux apprendre les mécanismes de l'argent, pourquoi ne le demandes-tu pas au père de ton meilleur ami ? Le père de Mike ? Oui, le père de Mike est un entrepreneur. Et un entrepreneur doit connaître comment faire de l'argent. Sinon, il ne reste pas entrepreneur longtemps. Et toi, tu es quoi, papa ? Je suis un employé du gouvernement. Oh, quelle est la différence ? La différence est qu'un entrepreneur doit connaître tout sur l'argent. C'est vital pour lui. Un employé n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit sur l'argent parce que le gouvernement ou l'entreprise prendra soin de lui du moment qu'il fait son travail correctement. C'est à ce moment précis que Robert commença à comprendre la distinction fondamentale entre deux visions du monde, celle de son père pauvre, un homme éduqué mais prisonnier du système, et celle de celui qui deviendra son père riche, un homme pragmatique qui avait appris les règles du jeu de l'argent. Deux pères, deux mentalités, deux destins financiers complètement différents. Et nous allons découvrir ensemble qu'est-ce qui les différencie. Animé d'une détermination rare pour un enfant de son âge, le jeune Robert se rendit jusqu'au bureau du père de Mike. Imaginez la scène. Un petit garçon qui frappe à la porte d'un homme d'affaires occupé, avec un sourire confiant et cette demande étonnante. « Salut, moi c'est Bob, j'ai 9 ans et je veux apprendre comment faire de l'argent. »« Va te faire les dents, gamin,
fut la réponse sèche de cet homme d'affaires visiblement agacé par cette interruption. Mais ce qui distinguait déjà Robert, c'était cette persévérance hors du commun. Jour après jour, semaine après semaine, il revenait frapper à cette même porte avec la même demande. C'est la persistance qui a fini par payer, raconte Robert avec un sourire dans la voix. Finalement, le père de Mike, que j'appellerai plus tard mon père riche, a accepté de m'enseigner à une seule condition, celle qui allait me révéler le premier grand secret de la richesse. Et cette condition était pour le moins surprenante, travailler pour lui gratuitement. Le moment où je te paierai, tu commenceras à penser comme un employé, lui expliqua son mentor. C'était le piège dans lequel la majorité des gens tombent toute leur vie. Les entrepreneurs, eux, travaillent gratuitement. Pour un enfant de 9 ans, habitué à l'idée que le travail équivaut à un salaire, cette notion était difficile à comprendre. Tu ne voudras jamais un salaire. Tu comprends ça, gamin ? Insista le père riche. Robert acquiesça, bien que profondément confus. « Comment est-ce que je gagne de l'argent alors ?» demanda-t-il incrédule. « C'est ce que les entrepreneurs doivent découvrir », fut la réponse énigmatique qui laissa Robert plus intrigué que jamais. Ce que Robert allait découvrir dans les années suivantes allait non seulement transformer sa propre vie, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde qui liront son livre « Père riche, Père pauvre ». Une des leçons les plus puissantes que Robert a apprises de son père riche concerne le pouvoir incroyable des mots et de la façon dont ils façonnent littéralement notre réalité. Mon père biologique, malgré son doctorat et un bon salaire, connut des déboires économiques toute sa vie, raconte Robert. Il disait constamment « Tu penses que je suis fait d'argent ? Je ne peux pas me le permettre ça. C'est trop cher pour moi. » Et mon père riche commentait avec sagesse, c'est précisément pour ça qu'il reste pauvre. Laissez-moi vous poser une question provocante. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que vos paroles quotidiennes ont sur votre vie financière ? Selon Robert, nos paroles créent littéralement notre réalité. Les mots deviennent chers, dit-il avec conviction. Quand les gens répètent comme un mantra « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens », ils se renferment dans une prison invisible mais bien réelle. C'est une échappatoire, une façon facile d'abdiquer face aux défis de la vie. Cette différence fondamentale de langage reflète une divergence plus profonde entre mes deux pères. Pour mon père pauvre, l'argent était la source de tous les maux de la société, une chose dont il fallait se méfier. Pour mon père riche, au contraire, c'était le manque d'argent qui était la véritable source des problèmes. Cette simple nuance de perception changeait tout dans leur approche face à l'argent et à la vie. Le père riche lui avait enseigné une approche radicalement différente, transformer les affirmations négatives en questions puissantes qui ouvrent des possibilités. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », il demandait « comment puis-je faire pour l'avoir ?» Au lieu de « je ne peux pas faire ça », il se disait « comment puis-je le faire ? Quelles ressources dois-je mobiliser pour y arriver ? » Ou « ce que j'y gagne en vaut-il l'énergie que je vais investir dedans ?» Une question ouvre l'esprit, explique le père riche, tandis qu'une affirmation ferme l'esprit. Quand tu dis « je ne peux pas me le permettre », ton cerveau s'arrête de chercher des solutions et tu deviens prisonnier de tes propres mots. Cette distinction linguistique apparemment simple est en réalité une clé psychologique puissante qui a permis à Robert de développer ce qu'il appelle aujourd'hui la volonté comme muscle. Cette capacité à renforcer sa détermination face aux obstacles plutôt que de se laisser définir par eux. C'est ainsi que commença la véritable éducation financière de Robert, bien loin des salles de classe traditionnelles. Elle se déroulait dans le monde réel, avec des leçons parfois déroutantes qui paraissaient n'avoir aucun rapport avec l'argent. Je travaillais gratuitement, se souvient Robert. Je vidais les cendriers dans les hôtels et les restaurants, je nettoyais, je faisais toutes sortes de tâches banales que personne ne voulait faire. Et puis, 1 à 2 fois par semaine,
quelque chose d'étrange se produisait. Le père riche invitait Robert et son fils, Mike, à jouer au Monopoly. Des parties qui pouvaient durer des heures. Un jour, après plusieurs mois de ce régime apparemment absurde, Robert devint frustré et explosa. « Quand est-ce que vous allez réellement commencer à m'enseigner comment faire de l'argent ?»« Qu'est-ce que tu penses que nous sommes en train de faire ?» répondit le père riche avec un sourire énigmatique. « Jouer au Monopoly ?» répondit Robert confus. « Non, 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 réfléchis bien. Que penses-tu que nous sommes en train de faire ?»« Je ne sais pas, » admit Robert de plus en plus perplexe. « Je t'enseigne comment faire de l'argent, » révèle finalement le père riche. Il pointa alors du doigt les petites maisons vertes sur le plateau de jeu. Il y a beaucoup de formules pour réaliser le succès et la fortune. Des milliers. Mais l'une des meilleures est celle-ci. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Quoi ? S'étonna Robert, s'attendant à une explication bien plus complexe. L'une des meilleures façons d'acquérir de grandes richesses est de jouer au Monopoly dans la vraie vie. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. Tu acquiers des actifs, puis tu les transformes en actifs plus grands. C'est tout ? S'étonna Robert. C'est tout, confirma le père riche avec ce même sourire énigmatique. Cette leçon apparemment simple cachait une profondeur que Robert ne comprendrait pleinement que des années plus tard. Et cette compréhension transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de personnes à travers le monde. Cette leçon apparemment simple cachait une profondeur que Robert ne comprendrait pleinement que des années plus tard. Ce que Robert a découvert au fil des années, et que peu d'éducateurs financiers osent aborder, c'est que la richesse commence bien avant les stratégies d'investissement ou les connaissances techniques. Elle débute dans l'esprit, dans une dimension profondément spirituelle que beaucoup ignorent. La richesse véritable commence par la spiritualité, bien avant le savoir, explique Robert d'une voix posée mais intense. C'est d'abord une question de croyance, de vision, de capacité à voir ce qui n'existe pas mais qui pourrait exister. Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir, rappelle Robert. Le savoir est limité à ce que nous comprenons déjà, à ce que nous avons appris. L'imagination, elle, embrasse le monde entier. Tout ce que nous allons découvrir est créé. Bien sûr, le savoir renforce l'imagination. Il lui donne substance et direction. Mais sans cette étincelle spirituelle initiale, le savoir reste stérile. Pour illustrer ce concept puissant, Robert évoque une anecdote révélatrice. Mon père riche pouvait regarder un terrain vague et y voir un complexe hôtelier prospère, grouillant de vie. Mon père pauvre, face au même terrain, ne voyait que poussière et cailloux. Même réalité, 2 perceptions radicalement différentes. La vraie spiritualité, explique-t-il, c'est comprendre l'unité de toute chose, voir les connexions invisibles. Dans les affaires, c'est la capacité à percevoir les opportunités là où les autres ne voient que des problèmes, à connecter des points que personne d'autre ne relie. La foi en une meilleure version de soi-même, alors même qu'elle n'est pas encore manifestée, constitue peut-être le plus grand acte de courage, affirme Robert. Cette capacité à visualiser et à croire en un futur qui n'existe pas encore représente l'essence même de la dimension spirituelle de la réussite. Ce principe fait directement référence aux enseignements de Neale Donald Walsch dans Conversation avec Dieu, où il explore notre pouvoir de création inhérent. Nous ne recevons pas ce que nous voulons dans la vie, mais ce que nous croyons mériter profondément. Robert nous confie. J'ai connu des crashs financiers. J'ai vécu des moments où tout semblait perdu. Ce qui m'a permis de me relever chaque fois, ce n'était pas mon savoir technique, mais ma conviction spirituelle profonde que ces épreuves avaient un sens, qu'elles me préparaient à quelque chose de plus grand. Cette vision spirituelle de la richesse s'oppose à l'approche purement matérialiste et technique. Beaucoup de gens pensent que la richesse vient uniquement du savoir technique. Connaître les ratios financiers, les stratégies d'investissement,
les astuces fiscales, tout cela est important bien sûr, mais secondaire. Ce qui prime, c'est votre état d'esprit, votre vision spirituelle du monde et votre place dans celui-ci. Robert cite souvent l'exemple de grands innovateurs comme Steve Jobs et Walt Disney, qui n'étaient pas nécessairement les plus compétents techniquement dans leur domaine, mais qui possédaient une vision spirituelle extraordinaire de ce qui pourrait être créé. Ces hommes voyaient ce qui n'existait pas encore, et ils avaient la foi nécessaire pour manifester leur vision dans la réalité. C'est ça, la spiritualité appliquée aux affaires. Ce n'est que 10 ans plus tard, à l'âge de 19 ans, alors qu'il étudiait à New York et revenait à Hawaï pour des vacances, que Robert comprit pleinement la leçon du Monopoly. « Je suis revenu à Hawaï et mon père riche m'a invité à le suivre », raconte Robert. Il m'a emmené voir un terrain qu'il venait d'acquérir au beau milieu de Waikiki Beach. À l'époque, ce n'était pas le centre touristique que tout le monde connaît aujourd'hui. C'était encore une petite ville poussiéreuse. « Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire ?» lui demande son mentor en lui montrant son projet. Robert, se souvenant de leur partie de Monopoly, répondit avec une illumination soudaine. « Vous jouez au Monopoly dans la vraie vie. » Le père riche sourit. Exactement. Il avait réalisé ce qu'on appelle dans le jargon immobilier un assemblage. Le terrain n'était pas si grand au départ, mais il avait patiemment racheté un par un tous les petits commerçants environnants. Il a racheté ce commerçant-ci, puis ce commerçant-là, celui-là lui a pris des années, mais il a finalement assemblé cette grande propriété. Puis, avec Hyatt comme partenaire, ils ont construit un immense hôtel, le Hyatt Regency de Waikiki Beach, qui se vendrait plus tard pour la somme astronomique de 800 millions de dollars. C'est ce jour-là que j'ai vraiment compris, confie Robert. Ce n'est pas juste un jeu, c'était une stratégie pour la vie réelle. Il avait transformé ces 4 maisons vertes en un hôtel rouge, exactement comme dans le Monopoly. Cette expérience illustre parfaitement l'importance de la vision à long terme et la capacité à voir au-delà des circonstances immédiates, une qualité que Robert attribue directement à la dimension spirituelle de la réussite. Si le parcours de Robert Kiyosaki semble aujourd'hui être un parcours triomphal, il tient à rappeler que son chemin a été semé d'échecs douloureux et de moments de doute profonds. La véritable clé de ma réussite, affirme-t-il avec conviction, a été ma capacité à embrasser les échecs, à les voir non pas comme des fins, mais comme des étapes nécessaires à mon apprentissage. Cette approche psychologique face à l'adversité est, selon lui, ce qui distingue fondamentalement ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. J'ai fait faillite plus d'une fois, j'ai perdu des millions, j'ai été trahi par des associés. Chaque fois, j'ai ressenti la douleur, le doute, la peur, mais j'ai développé une façon de transformer ces échecs en combustible pour ma détermination. Robert explique que la société nous conditionne à éviter l'échec à tout prix, alors que c'est précisément dans les moments difficiles que se forge le caractère d'un entrepreneur. À l'école, on nous apprend que l'échec est mauvais, qu'il faut l'éviter. Dans le monde réel, les personnes qui réussissent sont celles qui ont appris à gérer psychologiquement le manque, le revers, les critiques. Quand je vis un échec, je ne me demande jamais pourquoi moi. Je me demande qu'est-ce que cela m'enseigne et comment puis-je utiliser cette leçon pour avancer. Cette simple reformulation transforme l'échec d'un obstacle en un tremplin. Ce que Robert a découvert aussi au fil des ans, c'est que la volonté n'est pas un trait inné, mais une capacité qui se construit consciemment, comme un muscle qui se renforce à travers l'effort répété. La volonté véritable naît lorsqu'on cesse de se définir uniquement par son passé, explique-t-il. Tant que nous restons prisonniers de nos échecs antérieurs, nous limitons notre capacité à nous réinventer. Cette perspective rejoint profondément les enseignements d'Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, où il décrit le processus de déconstruction du corps de souffrance. Cette accumulation d'émotions négatives issues du passé qui paralyse notre présent. Pour Kiyosaki, comme pour Tolle,
La méditation devient un outil essentiel de cette transformation, permettant d'observer nos pensées limitantes sans s'y identifier. L'une des compétences les plus précieuses que Robert a développées est la capacité à transformer les émotions négatives, peur, doute, frustration, en carburant pour l'action positive. Les personnes ordinaires fuient les émotions négatives, explique-t-il. Les personnes extraordinaires les utilisent comme signaux, comme énergie à rediriger. Il raconte comment, lors de sa première faillite, il a traversé des nuits d'insomnie et de terreur. Je me sentais écrasé par la honte, par la peur de l'avenir. Plus tard, j'ai compris que cette énergie émotionnelle intense pouvait être utilisée constructivement. Au lieu de se laisser paralyser par la peur, Robert a appris à l'observer, à l'accueillir et à la canaliser vers la recherche de solutions. La peur nous dit qu'il y a quelque chose à apprendre. L'échec nous montre où nous devons grandir. Cette approche psychologique est devenue sa méthode pour gérer tous les revers. Quand la plupart des gens rencontrent un obstacle, ils reculent. J'ai appris à avancer directement vers ce qui me fait peur. Non pas par bravoure, mais parce que je sais que c'est là où se trouve ma prochaine leçon, ma prochaine opportunité de croissance. Cette capacité à transformer les émotions négatives n'est pas innée. Je l'ai développée consciemment avec pratique et persévérance. Cette alchimie émotionnelle est une compétence que chacun peut apprendre. C'est peut-être la plus importante de toutes pour réussir non seulement dans les affaires, mais dans la vie. Ce que peu de gens savent, c'est que le père riche de Robert n'avait pas eu un début facile dans la vie. Contrairement à ce que son surnom peut suggérer, il n'était pas né dans la richesse. Son père est mort quand il avait 13 ans. Alors que la plupart des enfants jouaient et allaient à l'école, il a dû prendre en charge l'entreprise familiale. Il a été forcé d'abandonner l'école. Parfois, les bénédictions ne ressemblent pas à des bénédictions aux premiers abords, observe Robert, mais elles finissent par en être. Forcé de quitter le système éducatif traditionnel, le jeune orphelin a trouvé d'autres mentors. Ses véritables enseignants sont devenus son comptable, son avocat, ses banquiers, ses agents immobiliers, des personnes qui travaillent réellement ce qu'elles enseignent. C'est là que Robert a formé sa distinction entre les vrais professeurs et les faux professeurs. Les vrais professeurs font ce qu'elles enseignent chaque jour. Les faux professeurs enseignent des sujets qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. Pour illustrer ce point, Robert raconte une anecdote de ses années universitaires. J'étais en 3e année et je suivais un cours appelé Résistance des matériaux. Un jour, j'ai demandé à mon professeur « Vais-je un jour utiliser mes connaissances dans la vie réelle ?» Il m'a répondu honnêtement « Non ». Quand je lui ai demandé pourquoi il l'enseignait alors, il m'a simplement dit « Je suis payé pour ça ». Et quand j'ai demandé s'il utilisait lui-même ses connaissances, sa réponse fut encore « Non ». Cette expérience a renforcé sa conviction que l'éducation traditionnelle préparait les gens à devenir des employés, mais pas à comprendre réellement l'argent. Aux échos aux enseignements de Walsh, Kiyosaki nous invite à reprendre la possession de notre capacité créatrice. La richesse matérielle n'est qu'une manifestation extérieure d'un processus qui a commencé intérieurement. Ce principe de création consciente est au cœur de sa philosophie financière. Pour Robert, nous sommes tous des créateurs, mais beaucoup ont abdiqué ce pouvoir, se contentant de suivre des chemins tracés par d'autres. La plupart des gens attendent que quelqu'un d'autre décide de leurs valeurs. Un employeur, un conjoint, la société. Les entrepreneurs décident eux-mêmes de leurs valeurs en créant quelque chose que le monde reconnaît comme précieux. Cette perspective transforme radicalement notre relation à l'argent. Ce n'est pas quelque chose que nous gagnons passivement, mais quelque chose que nous créons activement par notre vision et nos actions. L'argent est simplement une idée, insiste Robert, et les idées sont infinies. Si vous perdez tout votre argent aujourd'hui, mais gardez votre capacité à créer, vous pouvez reconstruire votre richesse rapidement. À l'inverse, si vous recevez une fortune mais ne savez pas comment créer, vous la perdrez probablement.
Aujourd'hui, Robert Kiyosaki est connu dans le monde entier comme l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires et traduit dans une dizaine de langues. Sa mission va bien au-delà de sa propre réussite financière. Il s'est donné pour but de partager les connaissances que le système éducatif traditionnel ne n'enseigne pas. Il dit « Certains riches n'aiment pas que je partage ces principes d'émancipation financière. Ils préfèrent que je cache cette connaissance aux pauvres. Mais, malheureusement, comme il est dit dans la Bible, les pauvres seront toujours parmi nous, parce que tout commence dans la tête, dans cette mentalité de peur. » Kiyosaki a transformé sa propre histoire en un véhicule pour transmettre ses principes oubliés par l'éducation traditionnelle. Son succès, en tant qu'auteur et éducateur financier, n'est qu'une manifestation de sa mission plus profonde, aider les gens à découvrir leur propre pouvoir de création. « Je n'enseigne pas aux gens à faire de l'argent, précise-t-il. J'enseigne aux gens à se libérer des limitations mentales qui les empêchent de créer l'abondance qu'ils méritent. L'argent n'est qu'une conséquence de cette libération. » À travers son histoire, Robert nous rappelle que la véritable transformation commence toujours par une question simple mais puissante, comme celle qui s'est posée à l'âge de 9 ans. Comment puis-je créer la vie que je désire vraiment ? Ici s'achève notre épisode. Un grand merci à vous tous qui vous êtes abonnés à cette nouvelle chaîne Podcast pour grandir. Votre engouement m'a franchement touché et c'est ce qui m'a donné l'élan pour passer le cap, poser ma propre voix sur ces contenus. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. À très bientôt pour un nouveau épisode.